Depuis leur exploration terrifiante de la maison aux lumières clignotantes, une tension permanente s'est installée dans l'âme de Lucas, Mila et Elise. C'est comme une toile d'araignée invisible qui les enveloppe et les suit à chaque pas dans les rues familières de Valmont-sur-Rivière. La petite ville, avec ses pavés et ses façades de pierre, semble désormais conspirer contre eux. Les ombres des arbres s'étirent un peu trop longtemps au crépuscule, les reflets dans les vitrines déforment subtilement leurs visages, et un bourdonnement sourd, presque inaudible, accompagne leur journée comme un avertissement constant. Ils évitent les regards des adultes qui continuent de feindre une normalité feutrée, mais entre trois, les conversations sont chuchotées, urgentes, ponctuées de silences lourds où chacun guette les signes d'une présence intangible. Élise, la plus sensible, est celle qui souffre le plus. Ses rêves deviennent plus intenses, plus précis, envahissant ses nuits comme une marée montante. Chaque soir, elle se couche avec appréhension, mais le sommeil la happe malgré tout dans un tourbillon de visions cauchemardesques. Elle voit des versions déformées de Valmont-sur-Rivière, les rues familières, bordées de maisons aux volets clos, sont figées dans un silence absolu, comme un tableau arrêté dans le temps. Les fontaines ne coulent plus, les oiseaux ne chantent pas, et chaque objet un banc public, une bicyclette oubliée contre un mur semble légèrement déplacée, comme si le monde entier avait été copié par une main maladroite. Elle se réveille en sueur, le cœur cognant, incapable de distinguer le réel du rêve. C'est comme si l'écho me parlait directement, confie-t-elle un matin à ses amis, les cernes sous ses yeux plus profonds que jamais. Lucas, pragmatique, tente de la raisonner, ce ne sont que des rêves, Élise. Mais on va trouver un moyen d'arrêter ça. Mila, avec son esprit analytique, note tout dans un carnet, date, description, intensité. Pourtant, au fond d'eux, ils sentent que ces visions sont des fragments d'un puzzle qui se reconstitue malgré eux. Un soir d'automne frisquet, alors que le soleil couchant peint le ciel en teinte orangée et pourpre, les trois adolescents rentrent à vélo par le sentier qui longe la rivière. L'air est chargé d'une odeur de feuilles mortes et de terre remuée. Ils discutent à voix basse de leur prochaine étape quand soudain, Élise ralentit. « Attendez, j'ai cru entendre ». Commence-t-elle, mais sa voix s'éteint, et avant que Lucas ou Mila ne puissent réagir, elle disparaît. Pas un cri, pas un bruit de chute, elle est simplement absente. Son vélo gît sur le côté, la roue avant encore en rotation. Une panique froide envahit Lucas et Mila. « Élise, Élise, où es-tu » crie Lucas, sa voix se brisant dans le silence du crépuscule. Mila, le souffle court, allume la torche de son téléphone, balayant les environs d'un faisceau tremblant. Les minutes s'étirent en une éternité. Elle ne peut pas avoir disparu comme ça. Pas encore. Gémit Mila, les larmes aux yeux, repensant à Noah. Puis, sans un bruit, Élise réapparaît au détour d'un virage, marchant d'un pas chancelant, les yeux écarquillés. Elle tremble de tout son corps. Je ne sais pas, balbutie-t-elle quand il se précipite vers elle. Elle raconte par bribes, sa voix hachée par les frissons d'avoir traversé un lieu glacé, silencieux, où aucune voix ne résonne. Les ombres y dansent à leur propre rythme, se déplaçant sans source lumineuse. Quelque chose m'observait, murmure-t-elle. Pas des yeux, mais une sensation. Et le temps. Il ralentissait autour de moi, comme si chaque seconde s'étirait en minutes. Lucas et Mila échangent un regard horrifié. Élise n'a disparu que quelques minutes, mais pour elle, cela a duré une éternité. Il l'aide à remonter sur son vélo, pédalant en silence le reste du chemin, la peur les unissant plus que jamais. De retour chez Lucas, dans la chaleur de la cuisine, il comprend enfin qu'ils ont affaire à un phénomène qui dépasse l'entendement. Assis autour de la table, il observe Élise qui tripote nerveusement la balise métallique. « Ce n'est pas juste des tremblements ou des vieux secrets, dit-il d'une voix ferme. C'est vivant. Ça nous appelle. » Pour tester sa théorie, il allume la vieille radio familiale. D'ordinaire, elle crachote des stations locales. Mais lorsque Élise touche certains objets à la balise, un des dessins d'enfants rapportés de la maison, un faible grésillement se transforme en motifs réguliers, presque des messages codés. Dame bip espacée, des sifflements modulés. « Écoute ça !» s'exclame Lucas. La pièce se remplit d'un chœur spectral, indistinct mais rythmé. Mila, toujours sceptique mais curieuse, sort son téléphone et commence à enregistrer les sons. Il y a un pattern là-dedans, affirme-t-elle. Dame fréquence qui se répète, comme un code morse. Si on analyse ça, on pourrait le déchiffrer. Toute la soirée, il se penche sur les enregistrements. Mila télécharge une application d'analyse audio. Regardez, ça ressemble à des mots R. Tour, nez, ou peut-être chaud. Il hoche la tête, pâle, c'est lui. Noah, ou ce qui reste de lui. Lucas sent un frisson le traverser. Ces sons ne sont pas aléatoires. Ils sont une invitation, un appel du vide. Fort de cette découverte, ils décident d'explorer à nouveau la maison abandonnée. Ils sont convaincus que la trappe mène à l'antre même de l'écho. Le lendemain soir, sous un ciel plombé, ils s'équipent, lampe torche puissante, batterie de rechange, couverture thermique. On reste ensemble, quoi qu'il arrive, insiste Lucas.
Ils approchent de la maison, la bâtisse se dressant comme une sentinelle muette. La porte grince à peine quand ils entrent, l'air dedans plus lourd, plus chargé d'électricité statique. Ils descendent à trappe avec prudence, chaque pas sur les marches en colimaçon semblant les éloigner du monde qu'ils connaissent. Le silence est total, oppressant, un vide qui avale les sons. C'est pire qu'avant, chuchote Mila, sa voix étouffée. Élise ferme les yeux un instant, guidée par une intuition, suivez-moi. C'est par là. Au fond du couloir, là où l'obscurité semble plus dense, il découvre une porte métallique, soudainement apparue là où il n'y avait auparavant qu'un mur de pierre. Elle se dresse comme un monolithe. Gravés de symboles familiers, ces cercles barrés de lignes l'émanent un air glacial qui fait frissonner Lucas et Mila. D'où elle sort, celle-là? Murmure Lucas. Élise, hypnotisée, pose ses doigts sur la surface gravée et ferme les yeux. Une vision l'envahit, une pièce lumineuse mais vide, baignée d'une clarté blanche. Au centre, Noah flotte, silencieux et immobile, son corps suspendu dans le vide, les yeux grands ouverts mais aveugles, la bouche entr'ouverte sur un cri muet. Il est là, allait Élise en rouvrant les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Piégé. Il ne peut pas bouger, pas parler. Mais il sait qu'on est là. La peur et l'urgence se mélangent en eux, un cocktail toxique. Lucas, le cœur battant la chamade, tente d'ouvrir la porte, mais le métal impitoyable ne cède pas. « Ouvre-toi, bon sang !» grogne-t-il. Soudain, une vibration parcourt le sol, un tremblement profond, accompagné d'un murmure qui semble prononcer leur nom lu. La et Lise, traînant, spectral. Puis, l'écho de la voix de Noah est perceptible, mais déformé. Aidez. Moi, haché, noyé dans un cœur de silence. Élise se plaque contre le mur, les mains sur les oreilles, c'est lui. Mais ce n'est pas sa voix. Pas complètement. La panique les submerge. Mais le monde autour d'eux a changé. Les ombres s'allongent, les parois du sous-sol se resserrent et les symboles gravés scintillent d'une lueur verdâtre. On sort d'ici. Maintenant, ordonne Lucas, tirant Élise par le bras. L'ascension est un calvaire, chaque marche une lutte contre une gravité accrue, jusqu'à ce qu'ils jaillissent dans le salon, haletant, la trappe claquant derrière eux comme une mâchoire. De retour à l'air libre, l'adrénaline s'estompe, laissant place à un épuisement viscéral. Élise s'assoit sur l'herbe et avoue d'une voix brisée « Je sens un lien entre moi et l'endroit, comme un aimant. Il pourrait m'attirer là-dedans pour de bon. » Lucas et Mila lacèrent contre eux, leurs visages graves. Ils comprennent qu'ils ont ouvert un accès vers un monde parallèle où le temps et l'espace obéissent à d'autres règles. Un envers du silence où les échos ne meurent jamais, mais se tordent et persistent. Et dans ce monde silencieux, figé dans son attente infinie, Noah n'est plus seulement perdu. Il les attend, son appel déformé résonnant comme un phare dans l'abîme, les tirant inexorablement vers lui.